Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 6e webinaire que les différentes équipes de l'IFOP ont animé et monté depuis le début du confinement. Donc nous sommes aujourd'hui trois à prendre la parole. Donc je suis avec Marie Gariazzo. Bonjour Marie. Bonjour. Directrice adjointe du département opinion et stratégie d'entreprise, et avec Fabienne Gauman. Bonjour Fabienne. Bonjour à vous. Également directrice adjointe du département opinion et stratégie d'entreprise, et moi-même, donc Jérôme Fourquet. Merci aussi à toute l'équipe de la communication qui nous a aidés à monter ce webinaire. Et donc ce matin, nous allons réfléchir ensemble sur les traces profondes et durables laissées par la crise du coronavirus sur notre société, quel a été l'impact de tout cela et comment notre société peut arriver ou va arriver à surmonter, dans quelle manière elle va arriver à surmonter cette épreuve qui nous a très fortement déstabilisés. On s'appuiera pour ce faire sur un très riche matériau que l'IFOP et ses équipes ont pu collecter pendant toute la période du confinement, mais également à la suite du déconfinement, des études à la fois qualitatives, notamment menées sous la direction de Marie et son équipe, des études également quantitatives. Tout ça a été rassemblé dans un ouvrage collectif dont nous vous recommandons la lecture, qui vient de paraître, qui s'appelle « En immersion », enquête sur une société confinée, et on s'appuie également sur une vaste enquête de référence qui a été menée par Fabienne, qui s'appelle « Confiné et après », une étude quantitative menée auprès d'un échantillon de 2000 personnes avec une cinquantaine de questions, donc qui nous permet de faire un tour d'horizon à 360 degrés sur les différents aspects de cette crise et comment, dans les différents compartiments de la société et les modes de vie, tout cela a été ressenti. Donc, cette étude est une étude en souscription, donc c'est le petit moment commercial, et elle est accessible pour la somme modique de 4 000 €, qui permet d'avoir une vision globale sur tout ce qui s'est passé, comme sont les premières conclusions qu'on peut tirer de tout cela. Comme dans chaque webinaire, mais je pense que vous avez été habitué par la force des choses maintenant à ce genre d'exercice, vous pouvez poser vos questions sous forme de chat. Nous allons les lister au fur et à mesure et nous répondrons à certaines d'entre elles à la fin de ces interventions. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, je vais prendre la parole en essayant de réfléchir autour de la problématique, la crise du Covid, antidote ou révélateur de l'archipélisation. Donc, on avait à l'IFOP beaucoup travaillé sur ce concept d'archipel français, qui essayait de mettre en valeur les multiples fractures qui traversaient notre société. Et donc, il était intéressant, nous avons pensé revenir sur ce concept et de voir est-ce que la crise du Covid avait accentué, résorbé ou au contraire révélé un certain nombre de fractures françaises. Le constat qu'on peut faire tout d'abord, c'est que dans les premières semaines, la crise du coronavirus et le confinement qu'elle a engendré, qu'elle a provoqué, ont fonctionné comme une espèce d'antidote momentané. Nous avons tous en tête les scènes d'applaudissements en direction des personnels soignants, avec de très nombreux Français à leur balcon tous les soirs à 20 h. Nous avons aussi pu observer des actions d'entraide qui se sont organisées spontanément dans les villes et villages français pour venir en aide aux personnes isolées, aux personnes dépendantes, pour leur faire les courses, pour prendre des nouvelles en cas de pépin. Et donc tout ça nous a montré que le ressort de la solidarité, la question du civisme aussi, qui a été globalement respectée, parce que quoi qu'on en ait dit, ces Gaulois réfractaires ont suivi les consignes du confinement dans une très large mesure, et les enquêtes de l'IFOP, les enquêtes quantitatives comme qualitatives, nous ont montré que le respect des règles avait été largement appliqué. Petite parenthèse, avec l'aide quand même très puissante d'un
concept qui s'appelle la peur, hein, qui a beaucoup œuvré aussi pour que les Français respectent ce confinement. Mais donc, on a eu ce moment de relatif rassemblement, l'épidémie s'adressant à tous sans distinction de classe sociale ou autre, qui a pu donc recréer momentanément du commun. Pour autant, parallèlement et sans doute dans un second temps, nous avons également observé que cette crise du Covid avait pas forcément accentué les fractures, mais en tout cas avait fait l'office d'un révélateur, hein, au sens chimique du terme, ou photographique, quand un procédé permet de mettre à jour un certain nombre de phénomènes. Et donc, cette crise du Covid et le confinement ont là aussi joué le rôle de révélateur d'un certain nombre de fractures françaises. On ne va pas toutes les lister ce matin, mais on peut en évoquer quelques-unes en matière scolaire notamment. La question des décrocheurs scolaires, des élèves qui ont été perdus, qui sont sortis des radars. Et si on avait interrogé via sondage, par exemple, les enseignants avant le Covid, et avant la fin des cours ou la suspension des cours en présentiel, ils auraient pu, à peu de choses près, nous faire la liste des élèves dont ils pensaient qu'ils seraient portés manquants ou absents dans la période qui a suivi. Donc cette crise et la de lien n'a fait que accentuer ou révéler un certain nombre d'écarts sociologiques et culturels qui pouvaient exister. Même constat dans l'univers du monde du travail, avec là peut-être des choses un peu nouvelles, puisque nous avons assisté de manière inédite à une forme de tripartition du monde du travail. Alors nous avons bien entendu eu un certain nombre de phénomènes qui se sont calés sur des lignes de faille plus anciennes, la distinction entre les cols blancs et les cols bleus qui ne datent pas d'hier, bien évidemment, mais quand on regarde comment s'est configuré le monde du travail à l'aune de la crise du Covid, c'est plutôt une tripartition à laquelle nous avons assisté, avec, dans un premier temps, parce que les choses ont bougé en termes de masse, à peu près un tiers de la population qui a continué d'aller travailler sur site, souvent qui a continué d'aller travailler sur site, souvent la peur au ventre, à peu près un tiers de la population qui, elle, a travaillé mais en télétravail et qui, elle, était plutôt col blanc, et puis un tiers de la population, à grande masse, qui a été mise à l'arrêt ou au chômage partiel ou au chômage tout court ou en congé forcé, ce dernier tiers ayant vocation à devenir de plus en plus volumineux au fur et à mesure que les semaines ont passé et que les carnets de commandes des entreprises se sont amenuisés. Autre ligne de faille qui a été révélée dans cette épreuve collective, l'attitude, on a parlé tout à l'heure du respect du confinement, avec à une des extrémités de la pyramide sociale un phénomène d'exil sanitaire, hein, avec le départ des grandes métropoles de partie importante de la population de ces grandes villes, hein, d'après les statistiques que nous, on a pu recueillir, qui sont assez corrélées et corroborées par les données que l'opérateur Orange, via la mobilité de ses clients, avait pu mesurer. On arrive à des évaluations de 16 à 20% de la population francilienne qui a fait un phénomène d'exit et qui est sorti dans les premiers jours du confinement pour aller se confiner soit chez ses parents quand on était jeune, soit au bord de la mer ou dans la résidence secondaire quand on en avait les moyens. Et à l'autre extrémité de la chaîne, on a eu aussi des phénomènes de consentement au confinement qui ont laissé à désirer, notamment dans certains quartiers sensibles, où là, on retrouvait des problématiques plus anciennes du rapport à l'ordre républicain et du respect des règles et des consignes. Dernière ligne de faille qu'on pourrait citer sur le plan idéologique et philosophique, quelque chose là qui nous a beaucoup intéressé à l'IFOP autour du phénomène de la chloroquine et de la figure du professeur Raoult, médicaments et personnages qui étaient totalement inconnus des Français avant cette crise et qui, en surgissant, a reclivé de manière quasiment instinctive et instantanée la société française sur une ligne de faille qu'on connaît bien, qu'on avait déjà observée au moment de la crise des Gilets jaunes, entre d'un côté la province contre Paris, et là c'était même Marseille contre Paris,
autre ressort qui fonctionnait dans le même sens, le bon sens, le pragmatisme du terrain versus les élites déconnectées. Autre ligne de faille, les réseaux sociaux versus les grands médias traditionnels. Et donc, instinctivement, dans nos enquêtes, quand on a interrogé les Français sur la chloroquine ou l'image qu'ils avaient du professeur Raoult, la ligne de clivage, comme on dit dans notre jargon, a été celle qui s'était manifestée au moment du conflit des Gilets jaunes, les gens qui se revendiquaient de ce mouvement étant en soutien du professeur, quand ceux qui avaient été les plus hostiles aux Gilets jaunes étaient les plus distants ou les plus critiques vis-à-vis de ces positions. Donc on voit que cette crise a, encore une fois, servi plus fondamentalement de révélateur de nos fractures que comme une capacité à les résorber. Dans ce cadre-là, on peut s'interroger donc sur la trace que les TSC à long terme sur la société française. Vous savez qu'au début du confinement, surtout, il a beaucoup été question d'une rupture, hein, d'une période charnière de bascule qui délimiterait un avant et un après, autour de la formule fétiche avec laquelle on a toujours été assez mal à l'aise, nous, à l'IFOP, ou assez en désaccord. Cette fameuse formule, vous l'avez en tête, c'était le « rien ne sera jamais plus comme avant », qui a été ânonné et rabâché à de très nombreuses reprises pendant le confinement. Quand on regarde les données de longue durée qui sont produites par l'IFOP, on constate qu'on a une stabilité de la plupart des indicateurs d'opinion entre l'avant et l'après-Covid. Même sur la question du moral des Français, là, c'est la courbe les deux courbes qui apparaissent sous vos yeux. En orange, l'optimisme pour son propre avenir, en bleu, l'optimisme pour le pays. On voit qu'on a un rebond du moral qui est assez classique, hein, un peu comme après un conflit, les gens retrouvent un peu des couleurs parce qu'ils sont encore vivants et ils ont surmonté cette épreuve. Mais ce rebond un petit peu technique nous fait nous recaler, quand vous regardez la courbe, à peu de choses près sur des niveaux standards que nous connaissions sur la longue durée. On pourrait multiplier les exemples, donc on ne l'a pas fait, mais on en a en stock à l'IFOP de nature très variée et des formations professionnelles obligent. Si on parle un instant des éléments électoraux, les sondages d'intention de vote pour la présidentielle qui ont été faits après le confinement, il y a une dizaine de jours, nous montrent des intentions de vote qui étaient au point près celles qu'on mesurait en novembre ou décembre dernier, comme si cette crise du Covid et ce confinement avaient fonctionné comme une grande parenthèse. Mais cette grande parenthèse, elle a fait office, rien n'a pas bougé, hein, elle a fait office en fait d'un incubateur qui a accéléré des tendances qui étaient déjà à l'œuvre précédemment. Donc on ne retrouve pas un pays exactement dans le même état qu'on l'avait laissé en rentrant dans le confinement. Des choses ont quand même évolué. J'en liste trois sur lesquelles mes collègues, sur certaines desquelles mes collègues Marie et Fabienne vont revenir dans un instant. Première tendance, la digitalisation de la société, de nos modes de vie, bon, qui était déjà une réalité avant le confinement, ont connu un véritable coup de fouet avec cette épreuve que nous avons traversée. Et nous en sommes la preuve vivante ce matin avec ces webinars, par exemple, qui se sont généralisés, le télétravail. On verra dans quelques semaines les données de marché sur la part de progression dont ont bénéficié les opérateurs comme Amazon ou d'autres sur le e-commerce, par exemple. Deuxième tendance, l'attrait pour le local. Fabienne reviendra bien plus en détail que moi sur cette question-là. Juste en termes politiques, on voit par exemple dans la dernière intervention du président de la République il a insisté sur la nécessité d'une nouvelle étape dans la décentralisation. Il a sans doute reçu 5 sur 5 le message qui était passé par les Français pendant cette crise, hein, qui, tant en termes de consommation qu'en termes institutionnels ou de mode de vie, veulent se rapproprier le local. Donc, encore une fois, ça existait avant, ça a été amplifié. Et puis, dernière tendance, mais bien évidemment pas la moindre, la sensibilité écologique et à la question de la transition écologique et environnementale qui traverse ou qui taraude notre société depuis très longtemps, a été là aussi considérablement renforcée
dans cette période du confinement. Ça, c'est Marie qui va revenir dans un instant dessus, avec juste là encore une focale un petit peu d'électoraliste. Vous avez en tête les résultats des dernières élections municipales qui viennent illustrer et sanctionner quelque part statistiquement cette montée en puissance de la sensibilité écologique. Et donc, je passe maintenant la parole à Marie qui va approfondir ce sujet, les tensions que tout cela peut générer dans la société. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, alors on va revenir donc sur cette sensibilité écologique. Donc, comme l'a évoqué Jérôme tout à l'heure, on a mené une communauté auprès d'une trentaine de Français pendant toute la durée du confinement, et on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses qu'on a pu évidemment confirmer par certaines études quantitatives menées également par l'IFOP. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au tout début de la crise, malgré la peur, malgré la sidération, en fait, cette crise sanitaire a souvent été perçue comme l'occasion de repenser, en fait, de façon plus globale, nos modes de production, de transaction, de consommation. Et on se disait que si cette crise, elle pouvait avoir un effet bénéfique, c'était celui de nous questionner sur ce qui était important, notamment le secteur de la santé, mais aussi celui de l'environnement, et puis aussi sur les méfaits donc de la mondialisation et de la surconsommation. Alors les Français n'étaient déjà pas très adeptes de la mondialisation avant, notamment par rapport à nos voisins européens, mais d'après les dernières études qu'on a pu mener à l'IFOP, on se rend compte qu'il y a un véritable rejet de la mondialisation et que les Français ne se sont jamais montrés aussi critiques depuis la crise sanitaire vis-à-vis donc de la mondialisation et de ses effets. Parallèlement à tout cela, on s'est rendu compte aussi qu'il y a eu un prisme écologique extrêmement important et très présent dans tous les témoignages qu'on a pu recueillir, avec l'idée que cette grille de lecture écologique, en fait, elle permettait de donner du sens à cette crise qui nous frappait brutalement et de façon assez inédite. Et donc, il y avait tout un récit écologique qui s'est installé autour de l'image du pangolin, qui était un animal inoffensif, braconné, vendu sur un marché en Chine, et voilà, qui pouvait transmettre un virus qui allait toucher l'ensemble de la planète. Et donc, il est devenu en quelque sorte le personnage central d'une parabole qui pointait la responsabilité humaine dans les grands déséquilibres de la planète. Et donc, cette crise, elle a souvent été vue comme une punition, comme une vengeance de la nature, et puis comme un signal évident qu'il fallait agir très rapidement. Et la lecture écologique, elle a joué sur deux registres. Le premier, c'est celui de la culpabilité, c'est-à-dire qu'il fallait maintenant agir chacun à son niveau. Et puis celui de l'urgence, c'était que c'était maintenant et qu'enfin on avait des signes tangibles de tous ces dérèglements environnementaux dont on nous parlait déjà depuis plusieurs décennies. Parallèlement à cette lecture écologique, il y a quelque chose d'autre qui s'est instauré, c'est qu'on s'est rendu compte que face à des crises majeures, l'État était capable de dépenser très rapidement des sommes d'argent considérables et qu'on était capable de lever des interdits budgétaires. Et donc, du coup, dans la logique qui s'est inscrite tout au cours de cette crise, les Français ont fini par se dire que la transition écologique était plus que jamais une histoire de courage et de volonté politique et qu'on avait les moyens d'agir en la matière. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important et on a vu donc vraiment une montée de la conscience écologique qui était déjà présente en fait avant le confinement, mais qui s'est vraiment renforcée durant toute cette épreuve. Et on le voit d'ailleurs avec une adhésion de la transition écologique d'après nos derniers indicateurs qui progresse très fortement et qui devient aussi de plus en plus consensuelle, c'est-à-dire qu'elle touche à peu près toutes les catégories de la population. Donc, on voit très bien, pour revenir sur ce que disait Jérôme précédemment, que la résurgence de tous ces thèmes qui sont très chers aux écologistes, plus le choc de la crise sanitaire, ont certainement contribué en partie, en tout cas, à la vague verte à laquelle on a assisté dimanche dernier lors des élections municipales. Donc, tout laisse penser que les discours écologiques auront de plus en plus de résonance et qu'on va demander de plus en plus à nos États de prendre en compte les enjeux environnementaux dans leur politique. Donc ça, c'est un premier point qui nous a apparu en fait très clairement dans les témoignages qu'on a pu recueillir. Mais parallèlement, pour revenir aussi sur ce fameux « rien ne sera comme
avant, on s'est rendu compte que malgré l'avertissement que représentait la crise du Covid-19, malgré cette grille de lecture écologique qui s'est imposée de façon massive, on était quand même en droit de se demander quelles allaient être les vraies traces de tout cela dans les mois et les années à venir, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs signaux faibles qui apparaissaient à différents niveaux. Alors, on l'a vu très clairement, c'est qu'au tout début du confinement, on avait un enthousiasme, malgré, je le répète, ce contexte très anxiogène. Et on s'est rendu compte que les enthousiastes et les récits, cette volonté de changement, de se dire qu'on allait aller vers un monde plus vert, plus connecté à la nature, qu'on allait changer éventuellement de modèle économique, et finalement, ces récits se sont un peu taris et les enthousiastes ont disparu parce que les craintes qui portaient sur les conséquences économiques et sociales de la crise du Covid-19 ont commencé à prendre le pas sur tout le reste et à l'emporter très fortement. Et on le voit en fait très clairement dans ce contexte-là, face à la récession économique et sociale, le grand virage écologique, en fait, il risque d'être reporté et c'est en tout cas une crainte partagée par de nombreux Français. Et on le voit dans les derniers indicateurs qu'on a pu recueillir, c'est que dans les priorités affichées par les Français, donc voilà, quels sont les thèmes qui vont être prioritaires dans les mois à venir, la protection de l'environnement est très fortement challengée par toutes les dimensions économiques. La relance économique apparaît évidemment en tête, mais elle est aussi challengée, cette protection de l'environnement, par la protection des emplois, par tout ce qui porte sur la relocalisation des activités stratégiques de la France, mais aussi par l'indépendance des approvisionnements alimentaires et sanitaires. Et donc, on voit bien qu'il y a une mise en tension très forte entre cette adhésion massive à la transition écologique et l'urgence économique qui s'annonce. Et plus la crise sera importante, plus on redoute en fait un report du virage écologique. Par ailleurs, cette mise en tension, elle réactive aussi, et ça on l'a vu très clairement, à la fois dans la communauté qu'on a pu mener, mais également dans les études quantitatives, la fracture entre ceux qui expriment maintenant assez clairement, et notamment, ils l'ont fait aussi dimanche dernier, le souhait d'un changement de modèle, suite au signal que la crise du Covid-19 a envoyé, et puis de l'autre côté, une frange de l'opinion qui est avant tout soucieuse de retrouver son pouvoir d'achat d'avant la crise et qui peut aussi être déjà frappée de plein fouet par la crise économique. Une partie non négligeable des Français ont perdu leur emploi ou en tout cas leurs revenus lors de cette crise et ont très clairement pas les moyens de penser au monde d'après. Et donc, on voit bien qu'il y a une mise en tension également qui réactive un certain nombre de fractures et de notre point de vue, voilà, ce clivage social risque d'être réactivé par l'urgence économique. À un autre niveau, si on revient sur les résultats de dimanche dernier, on a en effet beaucoup parlé de déferlantes vertes, de vagues vertes aux élections municipales, mais il est vraiment important de notre point de vue de resituer ces résultats dans le contexte particulier de ces élections municipales où il y a quand même eu un taux d'abstention record, donc qui laisse penser que toute une frange de la population française n'a pas soutenu ce mouvement qu'on a pu observer dans certaines communes. Par ailleurs, il est intéressant de voir les communes dans lesquelles les écologistes ont réussi à gagner. Alors certes, il y a quelques villes de taille moyenne comme Poitiers, mais dans la majorité, ça a souvent été des grandes agglomérations. Et donc là encore, on peut s'interroger sur le profil des personnes qui sont allées voter dimanche dans ces grandes villes. Et donc, du coup, on pense qu'il y a aussi là une illustration entre à la fois des clivages qui peuvent exister entre la France des grandes agglomérations, qui peut avoir aussi des moyens économiques et culturels de se projeter dans un monde différent, et puis une France rurale, ou aussi avec les catégories populaires qui se sont moins déplacées pour aller voter. Et donc, du coup, voilà, il faut derrière cette vague verte analyser avec nuance les profils des personnes qui ont soutenu ces mouvements écologiques. Et puis, par ailleurs, si on regarde à un niveau beaucoup plus micro sur ce qui s'est passé au sein des foyers, ça, on l'a vu très clairement dans la communauté qu'on a pu mener, c'est que, évidemment, il y a des gens qui sont mis à faire leur pain, qui, dès qu'il y a eu des confinements, ont pris leur vélo,
qu'ils remisaient de leur garage, mais on a très bien vu également un changement de discours tout au long de la communauté. Et finalement, cette crise a été, comme le disait Jérôme, davantage un accélérateur de tendances déjà préexistantes, c'est-à-dire que cette crise, elle a conforté des personnes qui soit avaient déjà ce genre de comportement avant la crise du Covid-19, soit étaient plus ou moins enclins à les adopter. Donc, c'était des mouvements un peu émergents. Mais en revanche, on a des doutes sur le nombre de réelles conversions et on le voit dans différents domaines. C'est-à-dire qu'on se rend compte que souvent l'adoption de ces comportements écologiques lors de la crise du Covid-19, elle s'est davantage faite sur des logiques individuelles et conjoncturelles que sur des logiques collectives et structurelles. Et pour donner un exemple, si on parle des transports notamment, on a vu, il y a eu donc la création ou l'adaptation des rues avec de nombreuses pistes cyclables, l'explosion des ventes de vélos, notamment électriques. Mais on se rend compte aussi que le recours au vélo a été en partie motivé par la peur de prendre les transports en commun. Et il y a eu un report des transports en commun vers la voiture privée, qui a été quand même extrêmement important, et notamment même chez des personnes qui étaient les premiers à nous parler de conscience écologique, de rapport à l'environnement lié à la crise du Covid-19. Et au-delà de la question des mobilités, il y a un autre domaine particulièrement éclairant, c'est celui de la consommation alimentaire, sur lequel va revenir Fabienne, à qui je passe la parole. Merci. Et bonjour à tous à nouveau. Juste avant de rentrer dans le concret du sujet du local, on peut peut-être rappeler en préambule que à la sortie du confinement, le jugement sur l'expérience de cette période a été globalement et rétrospectivement, il s'est manifesté de façon très positive. C'est-à-dire que 84% des Français, donc ça c'est une étude qu'on avait réalisée le 11 mai, donc à la date symbolique du déconfinement, 84% des Français estimaient avoir bien vécu cette période. Et ça, c'est un score qui a progressé en sortie de confinement, puisqu'on a gagné 11 à 12 points par rapport à début et fin avril de cette année. Donc, tout se passe un peu comme s'il y avait eu une relecture positive des choses a posteriori. Et lorsqu'on entre dans le détail des contributions à ce bilan positif, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a deux types de répercussions qui ont le plus compté dans le fait d'avoir bien vécu ou non cette période. C'est d'une part les répercussions sur l'activité professionnelle, donc ça on ne va pas y revenir, on en a déjà beaucoup parlé à d'autres occasions, et d'autre part les répercussions sur les modes de consommation, notamment la consommation alimentaire. Donc ça fait partie des enseignements clés qui ont pu être retirés de notre enquête confinée et après, qui visait à faire le bilan du vécu de la période de confinement et d'autre part d'essayer d'entrevoir les perspectives et les aspirations des Français en sortie de confinement. Alors, sa façon de consommer, c'est effectivement ce qui émerge parmi les éléments qui ont changé le plus et de façon positive pour soi-même pendant la période de confinement. 25% citent cet élément comme ayant été le bouleversement le plus positif pendant la période de confinement. 25%, on peut se dire que c'est pas très élevé, mais en tout cas, c'est ce qui arrive en tête et surtout, c'est ce qui arrive loin devant le reste, c'est-à-dire en deuxième, l'état du logement, 14%, et ensuite la disponibilité pour ces centres d'intérêt, 14% également. Alors, pendant la période de confinement, on a beaucoup parlé de la disponibilité accrue, du temps libre qui avait été laissé aux Français à cette occasion. Or, on s'aperçoit bien ici que, certes, ça pouvait être le cas, mais il y a quand même un rapport de 1 à 2 entre les bouleversements en termes de consommation et les bouleversements en termes de temps libre laissé. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose à ce titre pendant cette période-là. Alors, plus particulièrement, dans les modes de consommation, l'alimentation apparaît comme un pan de la consommation qui se trouve à la croisée de plusieurs considérations. Alors, il est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait maison, du local, des circuits courts, etc.
pendant la période de confinement, mais, et donc c'est une réalité, mais ce n'est pas forcément des motivations écologiques, ou en tout cas, ce n'est pas uniquement le motif écologique qui a pu contribuer à modifier sa façon de consommer. On a en effet plusieurs types d'implications, de facettes à cette consommation qui a été modifiée. Tout d'abord, la disponibilité qui s'est trouvée accrue à l'occasion de la période de confinement, dans le sens où on a plus cuisiné. Alors, plus cuisiné, notamment parce qu'on avait un peu plus de temps pour certains pour la consommation de plaisir, pour la cuisine plaisir. Et d'autre part, parce qu'on a aussi été davantage contraints de cuisiner, puisque les repas se déroulaient systématiquement à la maison. Donc, en tout cas, une disponibilité pour la cuisine qui était davantage, qui était plus forte à cette occasion-là. Et alors, on a on a beaucoup d'indicateurs tangibles qui viennent corroborer nos résultats de sondage. Par exemple, si on regarde les niveaux de vente pendant la période de confinement des produits alimentaires en tant qu'ingrédients, on s'aperçoit qu'il y a eu de fortes envolées sur certains produits. C'est le cas, par exemple, du lait. C'est également le cas des œufs dont les volumes de vente ont augmenté de 30 à 40% pendant la période de confinement, et même au point de créer des ruptures de stock dans certains magasins. Ça a également aussi été le cas de la farine, qui a doublé, voire triplé dans certaines localités par rapport à la même période l'an dernier, et donc qui a aussi par endroit constitué des ruptures de stock. Donc il y a vraiment eu des consommations et des types d'achats, du coup, qui ont été modifiés pendant la période. Et puis, parallèlement, il y a eu aussi, donc toujours au titre de la cuisine, et pour rebondir sur ce que disait Marie tout à l'heure, on a constaté une sorte de reconnexion avec des activités traditionnelles, comme par exemple le fait de fabriquer son propre pain. Et ça, on l'a vu à travers le nombre de visionnages de tutoriels à ce sujet sur YouTube, par exemple, qui montrent que voilà, on a renoué avec certaines pratiques culinaires qui étaient laissées de côté ces derniers temps. Donc, une disponibilité accrue. Il y a aussi eu un budget qui s'est avéré un peu plus étendu, ou un peu plus disponible pour la consommation, dans le sens où, comme on dépensait moins par ailleurs, puisque les sorties, les loisirs étaient de fait très limité pendant cette période-là. Donc, on avait un peu plus de budget disponible pour l'alimentation, et qui a permis l'achat de produits un peu plus qualitatifs, comme par exemple le bio, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Alors, autre aspect de cette modification de la consommation, il y a eu aussi la dimension de la solidarité avec les commerces et les producteurs locaux notamment. Et en ça, à ce titre, on a vu se développer un certain nombre de plateformes solidaires qui ont permis de regrouper des producteurs et des commerces locaux afin qu'ils puissent continuer leur activité via un autre canal de distribution, mais sur lequel les clients pouvaient continuer à acheter leurs produits au niveau local. Donc, on a également eu cet aspect solidarité. La considération du critère santé, lui, évidemment, on le comprend bien, n'a jamais été aussi forte pendant cette période-là. Donc, c'est un critère qui s'est avéré prépondérant et qui a eu des répercussions assez fortes dans les critères d'achat alimentaire. Donc, on peut à nouveau rappeler l'impact sur le bio, dans le sens où on a vu que le prix du panier moyen bio pendant la période a augmenté de 50%. Donc, on s'est reporté sur des produits un peu plus qualitatifs et qui sont un peu plus associés à la dimension de santé. Mais ce dont on s'est aperçu aussi, et ça c'est à travers différentes enquêtes, c'est que les produits locaux, par rapport au bio, constituent maintenant une caution un peu plus forte, nettement plus forte d'ailleurs, que le bio, et ce, à plusieurs titres. C'est-à-dire à la fois sur les aspects santé, en termes de valeur nutritionnelle. Les Français estiment un peu plus que les produits locaux ont de plus fortes valeurs nutritionnelles que le bio aujourd'hui. La traçabilité également. Et puis, même en termes de goût, où on estime que les produits locaux sont
sont meilleurs à ce niveau-là. Et c'est en fait, bon, on a bien vu tout à l'heure que le bio avait quand même été favorisé pendant la période de confinement, mais dans le même temps, il souffre d'une image de produit qui s'est maintenant industrialisé. Et alors pour des raisons de disponibilité, de réponse à la demande, mais ça suscite aujourd'hui un peu plus de doutes que les produits locaux. Alors, dans tout ça, c'est bien. Alors, la grande distribution a été reconnue, son rôle a été reconnu pendant la période de confinement. Et là, on a une autre enquête qui a été menée début juin sur l'image des grandes entreprises. Et on s'est aperçu que l'image de toutes les grandes entreprises diminuait auprès des Français, à l'exception des enseignes de la grande distribution. Donc, on reconnaît le rôle qui a été joué par la grande distribution à ce moment-là, sur le plan de l'alimentation. Mais, c'est davantage le local qui semble tirer profit de cette période, et notamment parce que on a une nouvelle donne aujourd'hui qui est apparue, c'est l'autonomie au niveau local. Dans le sens où, si on se projette dans une potentielle nouvelle vague de reconfinement, eh bien, ce qui est important aujourd'hui pour les Français, c'est de s'assurer que l'on pourra faire ses achats auprès de chez soi et qu'on aura de quoi s'alimenter là où on sera confiné. Alors, certes, le local peut être considéré à différents niveaux, à différents échelons territoriaux, mais on voit bien ici que ce n'est pas tant le niveau national qui compte au premier abord. Dans une précédente enquête, une récente enquête, on a vu que la disposition à payer plus cher un produit dont on sait qu'il est fabriqué en France n'a pas bougé depuis 2011. Alors, et c'est quelque chose qui reste élevé puisqu'on est sur un score qui oscille entre 71 et 74% depuis 2011. Mais donc, ça reste élevé, certes, mais ça n'a pas bougé, ça n'a pas subi d'évolution en sortie de confinement. Donc, ce n'est pas tant le niveau national qui compte que le niveau de l'ultra-proximité, dans le sens où il semblerait que le local aujourd'hui soit à entendre au sens du tout près de chez soi. Alors, bien sûr, il n'est pas question de dire aujourd'hui que tous les Français vont se détourner de la grande distribution et que tout le monde va s'orienter vers le localisme. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et bien que tout le monde soit d'accord pour dire qu'il faut plus d'écologie, plus de local, plus de consommation responsable, tout le monde est d'accord là-dessus, mais bien entendu, il y a une mise en tension économique qui va s'exercer entre, d'une part, une prise de conscience écologique, ou en tout cas une augmentation de la prise de conscience écologique, et d'autre part, un impact budgétaire de la crise qui est très concret et qui concerne un certain nombre de Français. Et d'ailleurs, là aussi, on avait pu constater ça dans certaines enquêtes. En sortie de confinement, il y avait une question qui nous permettait d'entrevoir que les Français avaient à la fois l'intention de poursuivre les démarches vertueuses qu'ils avaient engagées pendant le confinement et, dans le même temps, de devoir faire un peu plus attention à son porte-monnaie du fait de la survenue de cette crise. Donc, il y a des arbitrages qui vont se faire différemment selon les profils d'individus, mais pour autant, l'attrait pour le local, pour la consommation locale, pour les produits locaux, c'est une tendance qui est réelle et qui réellement se renforce. Alors, on pouvait s'attendre à ce que ce soit le bio qui profite le plus de cette période et de ce confinement. Et ce fut le cas. On a dit tout à l'heure que le prix moyen du panier bio avait augmenté de 50%, donc c'est une réalité. Pour autant, il semblerait que le local apparaisse aujourd'hui comme quelque chose d'encore plus puissant que le bio et qui soit à même de rassurer un éventail plus large de préoccupations et donc de s'adresser à un plus grand nombre de profils de Français aujourd'hui et notamment un public plus large que le bio. En quelques critères. Par rapport au bio, le local, sur l'aspect santé, il prend l'avantage aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure,
À la différence du bio, le local, les produits locaux ne coûtent pas systématiquement plus cher, dans le sens où si on achète aux petits producteurs à côté de chez soi, pour certains produits, ça peut être moins onéreux que dans la grande distribution, pas pour tout, on est d'accord. Et puis, en revalorisant, enfin, en valorisant la relocalisation de certaines productions, eh bien, le local peut répondre à des aspirations qui sont à la fois écologiques et également à des désirs qui sont plus de l'ordre du patriotisme. Donc, même si tout le monde ne peut pas se le permettre aujourd'hui, et pas forcément pour toutes les catégories de produits, on voit bien que, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, le local ressort de cette crise comme finalement la piste la plus porteuse et la plus durable, particulièrement en termes de consommation. Et d'ailleurs, les enseignes de grande distribution l'ont bien compris, puisque celles qui s'en sortent en termes d'image auprès du grand public sont aussi celles qui ont compris qu'il fallait faire de la place dans les rayons aux produits locaux, à ce qui était produit dans la région et ce qui pouvait être identifié comme tel. Et effectivement, dans ce baromètre d'image des grandes entreprises, donc on l'a dit tout à l'heure, ce sont les enseignes de la grande distribution qui s'en sortent le mieux en termes d'image en sortie de confinement, mais parmi les enseignes de grande distribution, celles qui sont en haut de la liste sont celles qui ont fait le plus le jeu de la production locale, comme les enseignes telles qu'Intermarché ou Leclerc également, qui bénéficient d'une image un peu plus forte que celle que les autres. Alors, si la consommation apparaît comme un exemple particulièrement concret du local, le local ne se traduit pas uniquement par le prisme de la consommation. On a une reconsidération du local qui peut être beaucoup plus générale que ça. Et en guise de conclusion, et pour rebondir en même temps sur ce dont parlait Jérôme au début de l'intervention, en termes de décentralisation, il y a un sondage qui a été réalisé au mois de mai dernier et qui nous permettait de dire que si on avait 28% des Français qui estimaient que le rôle de l'État central devait être encore plus réaffirmé parce qu'il avait montré son utilité durant la période de confinement, eh bien, à côté de ça, à l'inverse, 72% des Français estiment quant à eux que ce sont les solutions locales initiées par les élus des collectivités territoriales qui sont les plus à même, qui doivent être renforcées et parce qu'elles ont, elles, montré leur utilité pendant le confinement. Donc, cette reconsidération du local apparaît comme une réalité très forte dans cette période d'après-confinement. Je vous remercie et je pense qu'on va repasser la parole à Jérôme pour les questions éventuellement que vous avez posées. Merci Fabienne. Donc, merci de votre attention et de votre écoute attentive, et puis aussi des questions nombreuses que vous nous avez adressées via ce chat. Alors, toute une partie des approfondissements qui peuvent être apportés sont à découvrir dans à la fois l'enquête qui a été réalisée par Fabienne, hein, dont on a parlé tout à l'heure, et qui est à disposition en termes de souscription sur notre site, Confiné et après, c'est le titre de cette enquête. Et puis, on peut aussi se reporter donc à cet ouvrage collectif que l'équipe du DOSE à l'IFOP a réalisé pendant cet épisode très particulier qui s'appelle donc En immersion. Pour ce qui est de vos questions, donc on en a noté un certain nombre. Alors, je vais peut-être commencer à répondre à certaines avant d'en faire passer à mes collègues Marie et Fabienne. Alors, il y a une question qui est intéressante sur cette étude de BETC sur l'image des grandes entreprises, qui serait un peu contradictoire avec ce que nous, on a mesuré. Alors, il n'y a qu'une contradiction qui est apparente. Nous, on était sur un baromètre d'image sur des entreprises qui étaient nommées spécifiquement, et on mesure, un peu comme les codes de popularité des personnalités politiques, comment tout cela avait évolué dans le temps. Donc, certains s'en sortaient mieux que d'autres. Si on voulait résumer un petit peu les choses, on pourrait revenir, vous savez, à la comparaison que le président de la République a faite en début de confinement, quand il a comparé notre situation à celle d'une guerre. Eh bien, vous savez, donc là, nous sommes déconfinés désormais, donc si on poursuit la métaphore, on est donc à la libération, on est sorti de cette guerre,
Et vous vous souvenez peut-être que la question qui était le plus souvent posée, ou qui revenait très fréquemment au moment de la libération, c'était « Qu'avez-vous fait pendant la guerre? Où étiez-vous pendant la guerre ?» Aujourd'hui, c'est exactement cette question qui est posée, qui va se poser aux entreprises. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous et pour le pays pendant le confinement? Et qu'est-ce que maintenant vous êtes prêts à faire, maintenant que nous passons d'une urgence sanitaire à une urgence économique et sociale? Qu'êtes-vous prêts à faire pour votre écosystème, pour votre pays? Si le terme, la notion qui est très débattue dans les cénacles patronaux, qui fait couler beaucoup d'encre, cette notion de raison d'être, donc anime les débats patronaux, bon, il faut se détendre, ça ne parle pas du tout au grand public. Hein. La raison d'être d'une entreprise, les Français ne comprennent pas de quoi il est question. En revanche, ce à quoi ça renvoie, eh bien, les Français ils sont de plus en plus sensibles. Hein. Donc, c'est bien cette question, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et qu'est-ce que vous avez fait? On va attendre plus qu'avant des entreprises que, certes, les gens ne sont pas naïfs, elles servent des dividendes et des intérêts à leurs actionnaires, mais qu'elles fassent plus que ça, qu'il y ait un supplément d'âme. Et donc, on va être attentif et vigilant à l'attitude qu'elles auront, alors je parle des très grandes entreprises, hein, vis-à-vis de leurs fournisseurs, de leurs prestataires. Est-ce qu'on est sur une relation qui est équilibrée ou non? Comment se comportent-elles avec leurs salariés dans la période actuelle? Est-ce qu'on garde les seniors en emploi avec les vagues de suppression de postes qui s'annoncent? Comment on se comporte là-dessus? Qu'est-ce qui se passe aussi vis-à-vis du reste de l'écosystème qui peuvent être les clients ou les riverains quand vous êtes fortement implanté dans une région? Fabienne a très fortement souligné la montée en puissance du localisme. Eh bien, cette grille de lecture du localisme va aussi s'appliquer au diagnostic qui est porté sur les entreprises. Est-ce que les entreprises jouent le jeu de faire ruisseler, comme on dit, leur réussite, je parle encore une fois pour les très grandes, sur le territoire environnant dans lequel elles sont implantées? Alors, on a parlé de la grande distribution tout à l'heure. Vous vous souvenez que pendant la crise, certaines de ces grandes enseignes avaient dit qu'elles verseraient une prime aux salariés qui étaient restés en poste, souvent au péril d'une contamination. Est-ce que cette prime sera véritablement versée? Et est-ce que le prix à payer de tout ça ne sera pas que dans quelques mois, on remplace les caissières par des caisses automatiques pour accroître un peu de rentabilité? Sur tous ces sujets-là, l'opinion publique sera extrêmement vigilante. Si on quitte l'univers de la grande distribution et qu'on s'intéresse un instant à celui, par exemple, du secteur de l'assurance, vous avez des stratégies de communication et donc des impacts d'image qui ont été diamétralement opposés entre, par exemple, des mutualistes comme la Maïf qui, très rapidement et de manière assez habile, mais en lien avec son ADN, a communiqué dès le début du confinement pour indiquer qu'une partie des primes d'assurance automobile serait reversée aux sociétaires et aux assurés pour tenir compte du fait que les voitures restaient au garage pendant des semaines et des semaines. Donc ça, c'était très fortement apprécié et mémorisé par le grand public, versus des assureurs beaucoup plus classiques et traditionnels, comme AXA, qui aujourd'hui, par exemple, sont en procès et traversent une grave crise d'image du fait de procès qu'il aurait intenté par des restaurateurs qui étaient assurés chez eux et qui s'étaient vus rétorquer que le risque épidémique n'était pas couvert par l'assurance. Donc, encore une fois, dans les semaines et les mois qui vont venir, notamment quand la crise économique et sociale va être de plus en plus aiguë, on va avoir cette exigence accrue sur l'attitude, j'allais dire, civique et patriotique des entreprises, et ça jouera énormément sur leur code d'image. Alors, peut-être une question pour Fabienne. On demandait sur une des slides où ce qui avait été le plus apprécié pendant le confinement, c'était son logement, venait en premier la consommation et puis le temps libre pour soi-même. Un des auditeurs nous demandait, et c'était de manière un peu surprise, ce qu'il en était des relations au sein de la famille, si ça n'avait pas été aussi un motif de satisfaction. Donc, je pense que tu as peut-être des éléments là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, cette question a été déclinée à 3 niveaux, c'est-à-dire qu'on avait demandé aux Français ce qui avait été jugé comme le bouleversement le plus positif et le plus négatif.
pour soi d'une part, pour son foyer d'autre part, et pour la société dans son ensemble. Et donc du coup, l'idée de la famille, elle ressortait surtout au niveau de la question des bouleversements pour le foyer. Et c'est effectivement la première chose qui est citée, alors qui est même citée de façon spontanée. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises dans plusieurs enquêtes. Ce qui vient le plus à l'esprit des Français lorsqu'on leur demande ce qui a bouleversé le foyer, c'est effectivement les relations avec la famille, le fait de se retrouver en famille. Tout ça nourrit le bilan positif du confinement à domicile. Et plus largement, c'est dans ce qui a été vécu le plus difficilement pendant cette période-là, c'est l'isolement social. Donc, qu'on peut rapporter à la famille, dans le sens où ce qui a le plus manqué, c'est le fait de ne pas pouvoir se rapprocher de sa famille, embrasser ses proches, recevoir ses proches, etc. Et c'est ça qui a vraiment été le plus douloureux, au-delà de l'enfermement en tant que tel. C'était plutôt l'absence de relations sociales qui avait été le plus mal vécue. Merci Fabienne. Alors, comme tu étais sur ta lancée, on a une seconde question pour toi. Là, c'est plutôt une demande de précision. Quand tu as parlé de la perception du local versus le bio, qu'il y avait un local qui était globalement mieux évalué que le bio, un des auditeurs nous demande si on a des éléments concernant les déclinaisons sociologiques ou la ventilation sur ces images. Est-ce qu'il y a des catégories de la population qui sont plus bio et d'autres qui sont peut-être plus locales, ou comment ça se décline? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, s'il te plaît? En fait, le bio et le local ont un petit peu les mêmes profils sociodémographiques, dans le sens où il y a des catégories d'individus qui vont davantage être préempteurs de ce type de considération. Donc, on a un petit peu les mêmes profils, si ce n'est que pour le bio, la valorisation du bio se tarit un petit peu, mais on est toujours sur une valorisation plus forte de la part des catégories socioprofessionnelles supérieures, et qui s'explique surtout par le fait que le bio est un produit alors qui est jugé certes qualitatif, de moins en moins, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, mais quand même qui demeure quelque chose de, en tout cas, un peu plus qualitatif que le produit conventionnel, et surtout qui est systématiquement plus cher que le produit conventionnel. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est davantage prisé par les catégories, par les CSP+. Le local, il est un petit peu sur ces profils sociodémographiques-là, mais de façon un peu plus diluée. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est pas forcément les CSP+, ou en tout cas les catégories modestes ne s'en désintéressent pas, alors que c'est pas forcément le cas pour les produits bio. Merde. Ouais. Oui. Non, c'était au niveau. Vas-y. C'est bon, merci. Okay. Donc, il y a une question pour Marie, sur cette tension entre écologie et économie, d'une part, et c'était plus décliné sur les modes de vie. On a un des participants au webinaire qui parle du paradoxe qu'on constate et qu'on a mesuré entre une appétence croissante ou une sensibilité croissante à l'écologie, et puis en même temps, selon la formule consacrée, un certain nombre de comportements individuels dans la période du confinement et du déconfinement qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait comme étant les plus vertueux écologiquement parlant. Donc, on nous parle du recours au sac plastique, on pourrait parler aussi des emballages plastiques alimentaires qui connaissent un grand succès, et puis aussi le recours à la voiture individuelle. Tu vas parler un peu du vélo. Et donc, comment on explique ce paradoxe où, en fait, la tension qui peut exister entre certains groupes de la population peut-être, ou au sein d'un même individu? Oui, enfin, je pense qu'en fait, il y a à la fois une adhésion de plus en plus large à la transition écologique et une conscience écologique de plus en plus partagée par la population, mais la question du passage à l'acte n'est évidemment pas aussi simple.
Et donc, il y a vraiment en fait un décalage entre cette conscience écologique qui permet aussi de donner du sens, hein, comme je le disais, à cette crise, donc d'inscrire cette crise dans un récit narratif qui imprime et diffuse dans l'opinion, et de l'autre côté, la délicate question du passage à l'acte. Si on reprend aussi, par exemple, la question des masques, hein, c'est-à-dire qu'on est à la fois obligé de se protéger et ça crée des déchets vis-à-vis desquels on voit bien que les comportements ne sont pas toujours très écologiques. Donc, et je le disais en effet sur la voiture individuelle, on l'a bien vu, nous en tout cas dans les témoignages qu'on a pu recueillir, des gens qui nous disaient c'est le moment de repenser tout, notre façon de faire, de se déplacer, de consommer. Et puis, le jour du déconfinement, quand il a fallu retourner au travail, on n'avait pas le courage de prendre son vélo, on avait peur de prendre les transports en commun, et donc on a pris sa voiture, et on est nombreux, et beaucoup de gens ont adopté ce genre de comportement. Donc disons qu'on pense en effet que se rajoute à cela ce qu'on disait précédemment, la tension avec l'urgence économique et sociale, c'est-à-dire que très clairement, il va y avoir aussi des questions de coûts, tous ces modes de consommation qu'on souhaite faire évoluer vont se trouver confrontés avec ce que disait Fabienne, la question du porte-monnaie et de sa capacité à acheter des produits plus écologiques. Et donc, du coup, on est loin, en effet, c'est pour ça qu'il faudra être patient si on croit à l'avènement d'une société plus écologique. Il y a à la fois une résonance très forte de ces discours-là aujourd'hui et de l'autre côté, un passage à l'acte qui va être mis à mal à la fois par l'urgence économique, mais aussi par des soucis. Enfin, si on reprend par exemple la question des masques, c'est quelque chose de nouveau pour nous et donc qui pose aussi la question de nouveaux comportements plus contraignants. Mais ce qu'on voit également, en tout cas, c'est juste pour détailler aussi, ce qu'on voit aussi dans les comportements, dans ce qu'on a pu recueillir sur cette conscience écologique, c'est que à la fois, si on reparle donc des résultats de dimanche dernier aux élections municipales, il faudra faire, de notre point de vue, assez attention de la part des écologistes à ne pas avoir une logique punitive en fait, parce que on voit bien que ça c'est très contraignant et que ça ne fonctionne pas, et qu'il va falloir penser l'écologie certainement aussi d'un point de vue politique différemment, de façon beaucoup plus globale et inclusive, si on veut que le passage à l'acte se fasse auprès d'une plus large population. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, tout à fait. Alors, pour enchaîner sur ces questions-là, il y avait une question aussi auquel je vais essayer d'apporter soit un commentaire, soit un élément de réponse, qui concernait l'impact sur la transformation ou la disparition de certains métiers, l'impact du coronavirus et du risque épidémique. Parce que comme Marie et Fabienne l'ont souligné, il y a l'arbitrage économique qui pèse lourd. Dans l'idéal, j'aimerais faire cela, mais j'ai un porte-monnaie qui est contraint. Et puis, il y a cette nouvelle variable qui, jusqu'à présent, était assez peu intégrée dans le scope des Français, qui est celui du risque sanitaire ou du risque épidémique. Alors, Marie et Fabienne connaissent ça par cœur. On voit bien que la question environnementale et la question de la santé étaient imbriquées et intriquées depuis très longtemps, notamment ce qui poussait à l'essor du bio. Mais là, je parlais plutôt des risques épidémiques ou des risques sanitaires en termes de comportement qui pourraient être aujourd'hui se développer. Donc, effectivement, on peut penser que certains Français vont conserver ces pratiques de distanciation sociale et vont, pas tous, mais peut-être 20-30% de la population, ce qui n'est pas rien, opter davantage qu'avant pour du sans-contact dans tous les sens du terme, soit la livraison avec le drive, soit le click and collect et le drive, soit la livraison pure et simple. Effectivement, on peut avoir un impact en termes non seulement de crise économique et sociale, mais de changement de comportement, de paradigme d'une partie de la population, ce qui aurait un impact sur le paysage des métiers qui sortiront de ce confinement, avec sans doute des métiers qui étaient déjà un peu exposés et qui vont l'être davantage. Et on parlait d'Amazon tout à l'heure à dessein. La crise de 2008-2009 avait permis à Amazon d'accélérer considérablement son développement sur le continent américain. On peut penser que là, avec la crise du Covid, Amazon va booster son développement, c'est déjà le cas en Europe,
Il y a des projets d'implantation qui étaient préexistants en France, mais qui vont être renforcés, qui vont être réactivés. Et si un certain nombre de leurs plateformes ont été à l'arrêt pour des raisons réglementaires et juridiques pendant le confinement, on va avoir sans doute une poussée de cette e-consommation qui va bien évidemment avoir des répercussions sur le monde du travail. Alors, peut-être une autre question là qui était, deux autres questions. Une sur est-ce que tout ce dont on parle est durable ou passager. On a essayé d'appuyer sur deux points. Le premier qui était de dire attention, le rien ne sera jamais plus comme avant, il faut le prendre avec des pincettes et on pense qu'il y a plus d'inertie et de continuité dans les évolutions à la fois les tendances d'opinion mais aussi de mode de vie qu'autre chose. Deuxième point, pour autant, on le répète, un processus d'accélération et d'amplification de tendances préexistantes. Et oui, là-dessus, on est sur du durable et qui va s'accentuer sur l'attrait pour le local, la digitalisation de nos vies ou bien évidemment aussi la question de la sensibilité écologique. Là où les choses vont se compliquer, c'est que ces tendances de fond, notamment la dernière, ne sont pas partagées par l'ensemble de la population. Et ce à quoi on peut assister, c'est sans doute, dans les années qui viennent, à une polarisation du pays entre deux pôles, avec un grand ventre mou au milieu qui est taillé entre les deux pôles, comme souvent dans des schémas de polarisation, entre d'un côté une partie de la population qui sera de plus en plus exigeante et convaincue sur la nécessité d'accélérer individuellement et collectivement pour aller vers la transition écologique, et qui va prendre appui sur ce que nous avons vécu pendant le confinement pour soutenir sa demande d'accélération, d'amplification des changements de comportement, de législation. Et cette population qui, par ailleurs, est prête, et elle a déjà commencé à le faire, à se mettre en relative distance vis-à-vis du mode de consommation classique que nous avons connu et qui adhère pas mal à l'adage « consommer moins mais consommer mieux ». Et à l'autre extrémité de la chaîne, on a un bloc de population souvent plus modeste qui n'est pas insensible aux questions écologiques, mais qui estime d'une part que compte tenu de son mode de vie et son niveau de vie, ce n'est pas lui qui pollue le plus et que ce serait injuste de lui faire porter l'effort, et qui plus profondément, en termes de valeur, eh bien, accorde une place tout à fait déterminante à sa consommation en tant que mode d'appartenance à un collectif, la grande classe moyenne, et aussi comme satisfaction de besoins hédonistes. Et donc cette population-là ne va pas voir du tout d'un bon œil les éventuels durcissements de réglementation écologique. Donc vous avez reconnu dans cet affrontement ce que nous avons déjà traversé au moment de la crise des Gilets jaunes. On était complètement sur cette problématique-là et on peut penser qu'une des conséquences à venir et à terme des transformations engendrées par le Covid va être d'accentuer ce type de polarisation. Peut-être dernière question pour rester dans le délai imparti. On nous interrogeait aussi sur ce phénomène d'abstention. Alors on sort un peu là du Covid et du bio, sur ce phénomène d'abstention croissante qui a été spectaculaire au deuxième tour des municipales. Donc quasiment 6 Français sur 10 parmi ceux qui étaient appelés à voter ne se sont pas déplacés. Les enquêtes de l'IFOP montrent que d'une part, on a quand même un effet conjoncturel qu'il ne faut pas minimiser. Hein. La peur du Covid reste très prégnante dans la population. On a 60% des Français qui sont toujours inquiets pour eux ou leurs proches à l'idée de se faire contaminer. Et donc, ça a pesé dans le fait que certains publics ne se rendent pas aux urnes. Parmi ceux qu'on a interrogés, qui se déclaraient abstentionnistes potentiels, la peur du virus était citée ou invoquée comme la première raison, la première excuse de ne pas se rendre aux urnes. Néanmoins, le Covid a un peu bon dos parce que c'est pratique de l'invoquer et ce qui se trame derrière tout cela, c'est quand même une abstention qui monte de manière structurelle scrutin après scrutin, y compris pour des municipales qui sont des scrutins qui sont encore relativement prisés de nos concitoyens. Et même là, l'abstention monte. Donc effectivement, ça dit beaucoup de choses. Alors, on ne va pas faire un cours de sciences politiques ce matin, mais on a une défiance vis-à-vis des élus et aussi un scepticisme croissant, pour ne pas dire plus, sur la capacité du politique à changer le cours de la vie des gens.
dans ce cadre-là, on ne s'oriente pas forcément mécaniquement vers une dépolitisation du corps social, mais vers des revendications politiques qui ne se passent plus ou qui ne s'expriment plus spécifiquement ou principalement par le canal des urnes, mais par d'autres canaux, les réseaux sociaux ou les manifestations. Et de ce point de vue-là, vous avez vu que l'actualité récente, post-11 mai, a un petit peu douché ceux qui disaient que rien ne serait plus jamais comme avant, c'est-à-dire qu'à peine l'heure du déconfinement avait-elle sonné que les cortèges divers et variés réoccupaient les rues et les places de France et de Navarre, avec souvent des affrontements avec les forces de l'ordre à la clé. Dans une société très archipélisée, chaque île de l'archipel défend son intérêt, les personnels soignants, les policiers, les habitants des banlieues. Et donc, on repart sur un cycle de mobilisation assez dur, assez violent, assez déterminé. Et tout ça dans un contexte d'abstention haussière. Donc, on voit bien que la grammaire du politique est en train de changer. En tout cas, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Un grand merci pour tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce webinaire. Et puis, on se souhaite de se retrouver très prochainement, soit en présentiel, comme on dit désormais, soit par écran interposé. Et donc, continuer à suivre les travaux et les publications de l'IFOP qui, on l'espère, pourront vous aider à comprendre mieux un monde qui change. Merci à vous et à très bientôt.